Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo, ce sont des épisodes de news, des épisodes où on reçoit un invité pour nous parler d'un sujet bien précis, ou nous parler de son entreprise ou d'un projet qu'il a réalisé, mais aussi des épisodes, et c'est un peu nouveau, des épisodes thématiques. Et aujourd'hui, on est réunis à nouveau pour un épisode thématique qui nous amène au cœur des agents IA. C'est quelque chose dont on entend parler à tour de bras ces derniers temps. Alors, on va essayer de vous préciser ce que c'est. On va essayer de vous amener un petit peu d'informations qui vous permet de décortiquer le sujet comme on en a l'habitude. Salut Paul, comment ça va? Salut Vincent, et ravi de vous retrouver avec une nouvelle casquette, une casquette un peu couleur bleu-orange, si ça se voit pas forcément à la vidéo, puisque je suis maintenant architecte IA chez Expertime. Expertime qui est un pure player du domaine Microsoft, mais qui est maintenant chez Orange Business. Donc voilà, plein de sujets d'architecture IA avec des frameworks qui bougent très fréquemment, mais ça on va en reparler au cours de cet épisode. Ah, excellent, excellent. Bah, je suis très content pour toi. Je te souhaite le meilleur, mon ami Paul. Et j'ai pour terminer ce tour de table avec moi Nicolas. Salut Nicolas, comment ça va? Bonjour à tous, écoute, ça va bien, ça va. Ça va, tu es toujours... Toujours effectivement CTO, CIO, CPO, enfin je suis tout, enfin je fais beaucoup de choses. Chez Flovea, donc je travaille surtout sur donc nos Flowbox, donc nos compteurs d'eau intelligents, et finalement on a des usages positifs puisqu'on a permis notamment à certains clients de ne pas être inondés durant les vacances de Pâques grâce à nos systèmes, donc on était assez contents de voir que ça fonctionne et qu'on préserve aussi bien les consommations et puis on les réduit des sinistres éventuels. Donc, c'est plutôt bonne satisfaction et puis des bons retours clients, donc c'est cool. Eh bien, pour ma part, je suis Vincent Huchling, je suis l'heureux cofondateur de ce podcast qui va bientôt fêter ses 11e bougies, puisqu'on approche Au moment où on enregistre, on est la veille du 11e anniversaire de ce podcast. Et puis, quand j'enregistre pas un podcast, que j'admets de temps en temps, j'ai un petit peu de mal à produire ce podcast, mais j'accompagne des clients pour les aider à construire et à imaginer ce qu'ils peuvent faire avec la data et l'IA. Et c'est ce qui me permet de venir vous raconter des belles histoires ici. Alors, on va attaquer, et nos plus fidèles auditeurs se seraient dit: «Ah bah, c'est Paul qui va, être le maître de cérémonie pour cet épisode», et non, c'est toi Nicolas qui t'es collé au fait de préparer cet épisode thématique sur les frameworks agentiques, sur les agents, sur toutes ces choses-là dont on entend parler au quotidien et dont c'est pas idiot de remettre un petit peu de définition au milieu du sujet parce qu'on entend tout et son contraire là-dessus. J'ai quand même vu récemment, j'ai fait un tour de plateforme, pour entreprises, pour faire de l'IA en entreprise, où le fait d'avoir préenregistré un prompt était qualifié d'agent. Donc je me suis j'ai un peu hurlé quand j'ai vu ça. Je dis mais attendez, vous êtes en train de surfer sur cette vague de l'agentique et de raconter n'importe quoi, ça amène de la confusion et c'est quand même assez incorrect de la part de pas mal de fournisseurs là-dessus. Donc, on va, je pense, commencer par expliquer un petit peu, ce qu'est un agent, ce qu'il n'est pas, qu'est-ce qui le différencie d'un LLM? Yes, puis comme ça je vais bénéficier de Maître Paul pour corriger ou préciser mes choses. Alors, si on commence, finalement, donc, un agent, qu'est-ce que c'est? Donc l'idée, finalement, c'est que c'est donc un programme qui va recevoir des instructions qui vont être formulées en langage naturel, et c'est donc là où le LLM a un intérêt puisqu'il va permettre de comprendre plus facilement nos intentions. Et l'idée, c'est qu'il soit capable d'analyser la demande, de raisonner, donc de réfléchir, d'analyser cette donnée, de la structurer en différentes étapes, et du coup de planifier là où les actions qui sont nécessaires pour réaliser cette demande. Donc, et puis le point finalement culminant peut-être du sujet d'ailleurs, qui va le différencier peut-être d'un chatbot qui va pouvoir raisonner mais qui pourra rien faire, c'est que l'agent lui pourra du coup interagir avec son environnement et réaliser la demande pour de vrai. Donc il peut aller jusqu'à faire le café si on lui demande de faire un café, ou il peut faire plein d'autres choses. Et donc du coup, je pense ce que je disais, donc sinon ça va plus loin que le chatbot qu'on peut avoir, parce que le chatbot, on pourrait lui demander finalement la même chose, mais il ne fera rien. Et on peut le différencier aussi des workflows où souvent dans une étape d'un workflow, on pourrait brancher un LLM qui va augmenter le workflow, mais pour autant ça ne fait pas un agent. Est-ce qu'on est déjà tous d'accord à peu près sur ce périmètre Bah, Tout à fait. Un j'ai- agent agit. Bon, j'avais entendu ça, voilà, si vous voulez retenir un truc, c'est un agent agit.
Voilà. C'est un peu Et votre c'est vrai que majordome. j'aimais bien traduire chatbot par agent conversationnel, mais ça même il y a encore il y a quelques années, et ça a peut-être amené un peu de confusion, mais on est bien d'accord effectivement que discuter c'est pas agir, et à un moment il faut passer à l'action, et c'est bien là que l'agent intervient. J'aime bien le discuter, c'est pas agir. Je le trouve très bon quand même. Toute ressemblance avec des choses se passant dans d'autres contextes. Donc voilà. Excellent, excellent. C'est peut-être là, du coup, d'où la révolution agentique, où on va pas que se limiter à des paroles, mais on va faire des actions. Bref. Et c'est vrai qu'autour des agents, on a aussi un autre concept qui circule, qui gravite autour, c'est la notion d'outil, où finalement, puisque si on veut que l'agent puisse mener des actions, mais il faut qu'il ait des outils à sa disposition. Et du coup, tous ces outils, ça peut être des recherches web, ça peut être générer des images, interagir avec je sais pas, avec le monde réel éventuellement. Ça peut être faire du RAG, ça peut faire plein de choses. Donc finalement, c'est tous les éléments qui vont lui permettre de réaliser ses actions et qui vont lui permettre d'actionner finalement la chose qu'il a à faire. J'ai un petit exemple très simple là, que je reprends à des collègues de chez Microsoft, mais je le trouve très parlant. Si je propose à une application d'IA de faire une opération mathématique, je demande 2 plus 2. Pour moi, c'est calcul simple. En fait, si c'est uniquement un LLM, le LLM va aller chercher dans sa base de connaissances 2 plus 2, il devrait trouver vraisemblablement que la complétion qui suit, c'est égal 4. Mais on se rappelle des débuts de GPT-3 3.5 où il n'était pas très très fort en calcul mental, et on dérivait très vite sur des résultats mathématiques. Si on est dans une logique agentique, qu'est-ce que fait l'agent? Il se dit, oula, attends, on me pose une question qui se résout avec une calculatrice, je vais allumer la calculette dans Windows, je tape dessus 2 plus 2 égale, j'obtiens 4 et je renvoie le 4 dans ma fenêtre de chat. Voilà. Alors, on peut se dire que là, on a peut-être sorti l'artillerie lourde pour aller faire quelque chose d'hyper simple, mais c'est tout le débat finalement quand on va arriver derrière à des réflexions d'application. Et on verra que quand on parlera un peu plus en détail des frameworks, il y a différents niveaux de complexité des frameworks aussi. Et c'est là qu'on va se dire, est-ce que oui, il faut que j'aille vers l'agentique, ou est-ce qu'au contraire, on reste sur des fonctionnements plus traditionnels. Si je me base sur ce que tu viens de dire, Paul, ça voudrait dire que l'hallucination, qui est le diable dans ce monde des LLM, finalement, au plus on va mettre d'agentique, au plus on est censé réduire ces hallucinations, puisqu'on est censé injecter dans la conversation des choses qui sont le fruit de processus déterministes. C'est le fameux groundedness là, dont on parlait beaucoup au début du RAG, hein, c'est de s'appuyer sur quelque chose qui est tangible, qui nous semble, à nous humains en tout cas, être la vérité à un moment donné. J'aurais tendance à dire que oui, mais attention, il y aura quand même tous les processus de réflexion, de détail, Nicolas va en parler un petit peu après sur la manière dont on peut se dérouler comment l'agent va faire pour décortiquer l'instruction qu'on lui donne. Tout ça, ça apporte quand même toujours de la variabilité. Et il faut se dire que si on, alors j'ai pas le calcul probabiliste en tête, mais si on a 10 étapes dans un workflow, si on a 10 étapes, que chacune a 95% de chances de réussir, vous voyez bien qu'à la fin, quand même, on a quand même sacrément baissé la probabilité d'avoir une bonne réponse. Donc oui, effectivement, on va s'aider avec des outils concrets, mais attention, il y a toujours quand même cette phase de pur LLM qui seront susceptibles de dériver. Sachant il y avait un article qui avait été publié il y a quelques temps, je crois que j'ai dû partager sur le Slack, qui montrait que finalement les modèles de raisonnement hallucinaient plus que les modèles LLM classiques. Alors ce qui peut paraître des fois contre-intuitif, mais donc il y a effectivement des fois des choses surprenantes. Donc c'est vrai que contre-intuitivement, c'est pas si certain que ça qu'on améliore forcément enfin, on peut espérer. Je pense que c'est quand même tout l'enjeu, notamment des outils, et ainsi de suite. Mais c'est pas garanti. De temps en temps, vaut mieux pas réfléchir, vaut mieux agir. C'est ça qu'on pourrait se dire. Ça. Et donc, du coup, un peu troisième morceau. Donc, après la notion d'agent et d'outil, c'est plus sur une notion sur le principe de raisonnement, c'est qu'on a justement on a une sorte de Tao qui est le thinking, l'acting et l'observing, donc la pensée, l'action et l'observation. Donc, l'idée, finalement, c'est d'avoir un agent qui va du coup réfléchir à ce qu'on lui demande,
qui va derrière du coup le diviser en actions et qui en fait sur la base des retours des actions va pouvoir l'observer et pouvoir répéter ou ajuster finalement ces actions jusqu'à réussir finalement satisfaire la demande. Ça, c'est et sachant qu'effectivement on peut forcer les agents, donc il y a aussi une notion d'un framework qui s'appelle React. Alors, rien à voir avec Facebook et le framework Et le d'interface. front-end, ouais. C'est ça, c'est vraiment le React, c'est le reason and act. Donc c'est plus le fait de forcer l'agent finalement à travailler en mode étape par étape pour qu'il du coup segmente sa réflexion et qu'il puisse du coup l'enrichir, regarder ce qui se passe au fur et à mesure et du coup on l'espère être plus pertinent. Et donc si on revient sur notre exemple de se faire un café. Voilà, donc là, par exemple, la demande, c'est gentiment, ça peut être apporte-moi un café. Donc le plan qui pourrait en déduire, ça serait aller dans la cuisine, préparer le café, faire le café, apporter le café. Et du coup, les actions, une des actions, donc nos fameux tools, ça pourrait être d'utiliser la cafetière et faire fonctionner la machine à grains en fonction du café qu'on a chez soi. Et donc voilà, donc c'est l'idée, c'est d'avoir toute cette démarche. Donc à partir d'une demande, finalement, comme on peut la voir, c'est de l'analyser et la planifier et la réaliser. Et de valider qu'on a bien le bon résultat à la fin. Ça veut dire que quand même dans cette logique d'agent, on va être capable de reproduire des actions qui ont déjà existé, c'est-à-dire qu'il faut que le LLM qui orchestre un petit peu ces agents et qui raisonne, sache que faire un café, ça se fait comme ça, quoi. C'est-à-dire que s'il a jamais entendu parler de café, il sera bien incapable d'orchestrer, et même si on lui donne des outils et des capacités à sa disposition, s'il a jamais entendu parler de ce qu'était un café, il pourra jamais le faire. Donc il y a quand même la connaissance, ce que je qualifie toujours de connaissance encyclopédique d'un LLM, qui va quand même beaucoup jouer sur le fait de pouvoir construire des choses agentiques. On est d'accord ou pas là-dessus? Oui, c'est là effectivement où quand tu crées ton agent, ça fait partie des éléments, parce qu'effectivement, donc l'agent, donc effectivement, il va y avoir donc notamment le LLM qui va aider à la compréhension et à l'appréhension de la demande. Mais du coup, derrière, effectivement, il y a toute la notion aussi, dans les agents, on va retrouver la notion de prompt, qui vont pouvoir permettre de contextualiser finalement la demande. C'est comment il doit se comporter, éventuellement, on va lui indiquer aussi, je sais pas, les actions après, ça va dépendre des frameworks, mais globalement, on va lui dire quelles sont les actions qui sont à sa disposition. Donc lui, au final, quand il va s'initialiser, finalement, on va lui donner un contexte d'exécution. Donc j'en sais rien, tu es un barista hors pair et tu es un expert pour faire du café. On va lui dire, tiens, à ta disposition comme outil, tu as un moulin à café, tu as, j'en sais rien, une bouilloire, tu sais gérer tes filtres et ta cafetière, et ainsi de suite. Et puis derrière, finalement, avec chaque action, on va lui permettre de faire avancer le schmilblick. Et du coup, sachant que pareil, dans le prompt, tu peux aussi lui donner des exemples. Donc si j'en sais rien, si Voilà. tu fais un café plutôt corsé, c'est plutôt telle recette, telle quantité, tel machin, tel bidule. Et c'est là justement où toute la notion de prompt va rentrer en évidence et va permettre de borner, de spécialiser et de borner ton agent. Il faut bien qu'on précise aussi qu'il y a des scénarios qui vont être mono-agents et multi-agents. Et l'état de l'art aujourd'hui, enfin, en tout cas, vous risquez peut-être pas trop multi-agents en production, parce qu'on n'est peut-être pas aujourd'hui avec les garde-fous nécessaires pour ça, mais l'objectif derrière ça, c'est quand même un moment de différencier certaines tâches, quand on sera justement dans le scénario multi-agent, et de spécifier des agents porté par des LLM peut-être un peu plus petits, donc un peu moins chers, mais avec quand même un LLM orchestrateur qui lui aura justement cette connaissance assez vaste, cette capacité de raisonnement. Et là, on s'appuiera justement sur tout ce qui est arrivé avec les modèles de raisonnement type O3, enfin O1, O3 mini par exemple chez GPT, mais il y a d'autres modèles de raisonnement aussi chez Gemini ou Anthropic, chez Mistral aussi, ou DeepSeek d'ailleurs, qui était aussi celui qui avait concurrencé O3 assez rapidement. Donc voilà, on va s'appuyer sur ça, et effectivement le raisonnement aura quand même besoin aujourd'hui d'un LLM assez puissant. Mais des tâches plus spécifiques pourront peut-être à terme être dédiées à des choses moins coûteuses. Je reviens juste pour insister comme sur un point qui est
hyper important au niveau des tools, parce que les tools, ça fait un bon moment que ça existe, hein, c'est arrivé très très vite avec l'API d'OpenAI. Moi, c'est ce qui m'a paru presque le plus magique encore que finalement l'expérience de chat avec au démarrage des Mmh. LLM. C'est comment se fait que le LLM sache quel bon outil il doit aller piocher dans la boîte à outils. Et en fait, ça, concrètement, ça dépend du docstring, enfin de la petite, Ouais, c'est ça. du petit bout de texte qu'on va rajouter, alors aussi du nom, hein, que porte la fonction, mais c'est cette documentation écrite en langage naturel. On revient à ce que tu disais, Nicolas, au démarrage, hein, il y a quand même du langage naturel pour faire marcher tout ça. Le choix de l'outil va aussi se baser là-dessus. Et c'est assez impressionnant la première fois qu'on voit justement un agent aller piocher l'outil. Alors c'est frustrant quand on se dit mais il y a un outil en face de toi, pourquoi tu vas pas le prendre? Parfois il dit non, non, c'est bon, je pas besoin. Mais voilà, il y a ce côté effectivement assez magique et qui a marché aussi beaucoup mieux à partir du moment où les LLM ont commencé à pouvoir, on a commencé à pouvoir forcer la sortie en format JSON des LLM. On a toujours pu, hein, on a pu demander à GPT-3, on lui disait, réponds-moi en structurant un JSON, ça va, il sait mettre des accolades, ça sera pas forcément stable. Mais justement, quand on a eu après la capacité à spécifier dans l'appel au LLM l'output JSON, ça a aussi donné un peu plus de robustesse à ces scénarios-là. Petite rôle qui vient probablement de mes occupations dans mon quotidien récent, très centré sur la console, de Microsoft Azure. Heu, Qu'est-ce qui se passe, quand un agent se retrouve tel le data engineer face à la console de Microsoft Azure avec 12 outils différents pour faire le même truc? Qu'est-ce qui va se passer, justement? Comment va-t-il choisir? Comme toi, petit bonheur la chance. C'est-à-dire que, reprenons notre exemple de café, s'il a effectivement dans les tools qui lui ont été donnés, la grosse cafetière, percolateur et tout ce que tu veux, le filtre à café à l'ancienne avec la bouilloire à flotte à côté et en intermédiaire, la machine Nespresso. Il fait une évaluation du coût total de facturation Azure et puis il prend le plus cher. Non, mais c'est là où je pense que les prompts système et les prompts users vont, enfin, cette compréhension-là va orienter le choix, parce que partons de toi, ton système prompt pourrait dire, finalement, ma grosse cafetière, elle est plutôt adaptée à tel cas d'usage. Ta petite cafetière, elle, mettons, elle est que pour tes consommations individuelles. Peut-être que déjà, et par la demande aussi, tu vois, si la personne demande un café, tu peux peut-être dire, bon, je vais pas faire le jerrycan de 5 litres de café, je vais peut-être juste faire une tasse de café, et ainsi de suite, quoi. Mais c'est là, justement, toute cette notion de prompt un peu sous-jacente est super importante. Et c'est vrai que pour rebondir aussi sur ce que disait Paul, pardon, la notion de comment j'appelle mes fonctions, finalement tout le typage qu'on va en faire et la documentation qu'on va associer, c'est clairement là où les devs sont pas forcément les meilleurs non plus, a un impact qui est assez hallucinant, quoi. C'est vrai que j'ai fait des tests un peu au départ, tiens, je vais faire un agent dans mon coin, brut de fonderie, et putain, c'est con, ça marche pas, quoi. Bon, alors tu peux tricher en disant, bon, allez, je vais taper chez ChatGPT, je prends One, et tiens, bizarrement, ça marche déjà beaucoup mieux. Mais oui, finalement, cette partie-là de nommage, enfin, spécification, finalement, typage, et ainsi de suite, est quand même super important, quoi. Excellent. Merci. Rien. Enfin, surtout qu'après, on a aussi deux types d'agents. On a un peu les agents historiques qui étaient les agents qui vont tourner, on va dire, autour d'une structure JSON. Donc finalement, on va leur passer, on va appeler l'agent, lui donnant une action et puis des paramètres. Donc, par exemple, une action, ça peut être, je sais pas, donne-moi le temps, et les paramètres, c'est la localisation et la date. Du jour en question, et du coup l'agent fait sa recherche qui va bien, puis nous retourne la météo. Après on a maintenant des codes des code agents qui finalement traduisent la demande sous la forme de code en Python pour la plupart du temps, pour ce que j'ai vu. Et c'est vrai que du coup qui ouvre une richesse fonctionnelle assez importante, mais qu'il faut arriver à piloter, qui est un peu plus aléatoire, on va dire, en tout cas moi, pour ce que j'ai pu en voir dans les résultats et dans le fonctionnement, quoi. Moi, j'avais trouvé que l'agent data analyst, puisque c'était déjà un agent qui était intégré dans ChatGPT, produisait quand même des choses avec un niveau de qualité quand même assez impressionnant. Alors certes, c'était à chaque fois dans des scénarios qui étaient probablement des scénarios assez balisés, qui pouvaient avoir été déjà pré-mâchés au départ.
Mais non, sincèrement, moi j'ai quand même trouvé que ces agents, enfin moi j'ai toujours été assez impressionné quoi, sur les agents qui produisent du code sur des choses très spécifiques quand même. Et si vous me Et c'est permettez une... des agents, des assistants, c'est vrai qu'on voit aussi Ah oui. Ah! cette double notion apparaître, et la frontière, finalement, elle n'est pas forcément simple, quoi. Finalement, est-ce que ton assistant, c'est plutôt juste un chat GPT sur lequel tu as forcé un prompt et qui, du coup, est contextualisé, ou parce que finalement, Je ne sais pas dans quelle mesure c'est effectivement cette feature était à considérer comme un agent, ouais, effectivement. C'était peut-être juste un GPT personnalisé, très avancé quoi. Ouais, peut-être. Si vous me permettez une digression, mais c'est pas notre genre au Big Data Hebdo, on n'est pas jamais. sur la production de code. Enfin, je fais le parallèle avec la société de consommation finalement qu'on a vécu là, sur ces 30-40 dernières années, où on est passé un moment par l'ère du jetable, hein, appareil photo. On a connu ça. Enfin voilà, où plein de choses sont devenues jetables. On y revient aujourd'hui parce qu'on se rend compte du coût écologique que ça prend. Bah, est-ce qu'on n'est pas en train de vivre à peu près quelque chose de similaire avec le code, où jusque-là on avait peut-être des personnes qui étaient des artisans du code et qui travaillaient ça avec du DevOps derrière, enfin, de la qualité, avec le souhait de faire perdurer le code, de réduire la dette technique, etc. Donc d'aboutir à quelque chose de très stable. Alors qu'aujourd'hui, on a un agent qui produit un bout de code, ce bout de code est exécuté, il produit le résultat, et puis on jette le bout de code qui a été fait pour ça, parce que la prochaine fois que l'agent devra refaire un petit calcul, ben, il réécrira le code de zéro. Euh, on pourrait pousser la métaphore jusqu'à se dire que c'est effectivement pas très écologique non plus. Mais voilà, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est un peu en train de vivre cette ère du code jetable avec ces agents en capacité d'écrire du code très facilement, en tout cas sur des petits périmètres. Bah, tu as cette vieille analogie, ce vieille histoire. Je me souviens quand on a été confronté au début de l'ère du cloud, l'un des trucs était d'avoir le coût de l'erreur, de minimiser le coût de l'erreur. En ce sens, rien à voir avec le machine learning dans cette histoire de Mmh. minimiser le coût de l'erreur, mais c'était de dire: «Ah OK, ça coûte pas grand-chose de faire tourner quelque chose pendant 2 heures pour se rendre compte que c'est pas bon». Là où auparavant, quand on devait déployer une application dans une infrastructure on-prem, ça coûtait une fortune. Et j'ai l'impression qu'il y a peut-être la même chose. Comme on arrive à faire des prototypes avec ces agents qui produisent du code extrêmement rapidement, l'investissement ayant été beaucoup plus faible, on va peut-être se retrouver dans une situation où ces applications vont avoir une pérennité beaucoup plus courte. J'entendais aussi l'autre jour, dans un autre podcast, quelqu'un qui disait: «On se retrouve aujourd'hui dans une ère de l'éphémère». C'est-à-dire qu'on a des IA qui sont capables de produire du contenu, de produire des applications de manière extrêmement rapide, ce qui enlève toute velléité à dépenser des fortunes pour créer quelque chose en dehors du contexte de ces IA, puisque si tu crées quelque chose, probablement qu'une IA le fera mieux que toi dans 2 mois, c'est-à-dire 2 mois étant à peu près le temps qu'il va te falloir pour pouvoir faire aboutir quelque chose. Et donc, foncièrement, cette idée même est de dire: «Mais à quel moment, de toute façon, quelque chose qui a été produit sans effort, à quel moment on lui apporte une certaine considération?» quoi. C'est le vrai sujet de, hem qui peut être sous-jacent là-dedans, et aussi parce que ça a été produit sans effort, on tolère aussi une moindre qualité que si ça avait été produit par un humain, qui s'était committé sur le sujet de manière assez forte, quoi. Voilà, aussi, hein. Ouais, sur mon lecture complémentaire, j'ai plus l'impression que le code en tant que tel, en tant qu'artefact, devient perd de son importance. Ouais. Euh, et pour autant, ce qui compte, c'est plus finalement la partie architecture, design et compagnie, Et spécification. euh, la compréhension du métier, tous ces sujets-là. Mais finalement, que le code pour le code, on s'en fout, et ça devient quelque part un détail d'implémentation, et finalement qui est substituable par une IA, quoi. Ouais. Après, pour des projets qui sont dans la durée, ça reste compliqué. Enfin, on le voit aussi pour l'instant. Bon, après, on en est aussi qu'au début, mais la maintenabilité de ces sujets,
système-là, enfin, ça va bien, finalement, je pense, pour du prototypage, tu vois, pour du MVP, je pense que c'est génial, et je pense que ça permet à des gens du métier de pouvoir tester des choses très rapidement, et ainsi de suite. Pour autant, bon, aller en production et faire tout en mode IA complètement, enfin, Non. on est quand même sur des sujets, en plus on est habitué à être dans une logique assez déterministe avec nos programmes. Là, passer à une démarche totalement probabiliste, alors, il y avait une très belle chronique de Tariq Krim sur le sujet que j'ai trouvé assez intéressante, mais bon, je pense qu'on est quand même pas complètement prêt à faire, à lâcher le truc et à faire, ouais, ça va bien se passer, quoi. Non, je pense que finalement le code en tant que tel perd de son importance, mais bon, il faut, et que ça permet plein de choses, mais il faut pas faire tout et n'importe quoi quand même, quoi. Ouais. Ouais, moi, je suis assez d'accord là-dessus. Je suis assez d'accord sur le fait que ça permet d'accélérer les cycles, c'est indéniable. Et puis après, on va peut-être refermer la digression, qui commence un petit peu à s'installer quand même, que ça permet d'accélérer les cycles, ça permet ça revient à cette histoire de quand il y a eu l'adoption du cloud, hein. Je reviens sur cette analogie, elle est super forte là-dessus, hein. C'est le coût de l'échec, il devient mineur sur le fait de s'être gouré, d'être parti dans une direction qui est pas la bonne. Voilà. Moi, c'est l'énorme intérêt que je trouve dans tout ça. C'est celui-là, c'est de se dire: «OK, je dois faire un proto super rapide, allez, je le fais et on valide rapidement si le truc va servir à quelque chose ou pas, quoi». Yes. Et du coup, ça me fait, on va fermer la digression, du coup, on va parler de contraintes. Euh, et du coup, les contraintes d'exécution qu'on peut effectivement mettre à son agent, puisqu'on n'a pas non plus envie que des agents discutent indéfiniment et fassent une facture de dingue à la fin. Donc, alors pareil, ça va dépendre des frameworks, mais on peut définir des fois des notions de un nombre d'essais maximum ou un nombre d'étapes maximum, un nombre de tokens. On peut paramétrer pas mal de choses. Certains agents permettent aussi d'indiquer quelles sont les librairies pardon, qui sont autorisées. Ça, je pense, pour éviter effectivement que ça parte trop loin dans. Enfin, c'est à la fois donner plus de flexibilité à un agent, comme ça peut, surtout ceux qui génèrent du code, mais comme ça peut aussi sandboxer le sujet. Enfin, il y a pas mal de. Pareil sur la planification, on peut plus ou moins forcer des choses. Donc non, il y a tout un contexte vraiment d'exécution qu'on peut arriver à spécifier qui permettent du coup d'éviter d'avoir des factures de dingue ou d'avoir des mauvaises surprises sur l'agent. Ouais, ça veut dire que quand même, il faut connaître de manière super fine la manière de laquelle va agir chaque agent, mais aussi les toolings qu'on va lui donner, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut aussi on se retrouve pas forcément avec le coût facial de l'exécution du LLM qu'on a en face de soi pour faire tourner l'agent. On a tous les toolings sous-jacents qui peuvent déclencher, je pense par exemple, un agent qui ferait de l'analytique. Reprenons un sujet qu'on connaît bien ici dans notre monde du Big Data Hebdo, hein, le vieux rêve de faire de l'analytique basé sur du texte, qui va donc appeler, je ne sais pas, quel SQL endpoint pour faire des requêtes et ainsi de suite. À un moment donné, enfin, être certain qu'on n'a pas un effet de bord là-dessus avec un truc qui fasse des full table scans sans qu'on s'en rende compte. Je pense, par exemple, on a des gens qui sont sur BigQuery. Je ne sais pas dans quelle mesure aujourd'hui un Gemini est capable d'aller faire des requêtes BigQuery. Je pense qu'on doit, si c'est pas le cas, on ne doit pas en être bien loin. À un moment donné, on a vu quand même que des requêtes BigQuery faites par des gens qui maîtrisent que dalle et qui comprennent pas ce qu'ils font, ça pouvait rapidement tourner au drame, hein. Moi, j'ai déjà vu des gens faire des requêtes qui ratissent plusieurs centaines de gigas à chaque requête. Parce qu'ils avaient fait un select étoile, parce que plein de choses. Donc à un moment donné, enfin, là où déjà on avait avec les LLM parfois du mal à anticiper ce genre de truc-là, je pense que là, ça va devenir super compliqué dans ce genre de cas de figure quand même, hein. Si tu es sur du multi-agent, ouais, tu peux imaginer le cycle sans fin. Et En plus, j'en étais même pas là. J'en étais même pas là. déjà sur un même agent, ça peut déjà aller loin, et sur du multi-agent, alors là, c'est exponentiel, quoi. Mmh. Ouais, donc quand même les réflexes à avoir, et je fais à nouveau une analogie avec le cloud. On se souvient, Amazon a mis très longtemps à mettre un garde-fou sur le fait d'avoir des lambdas qui pouvaient créer des fichiers dans S3 qui pouvaient elles-mêmes être invoqués par le trigger de création d'un nouveau fichier. Donc où le truc s'emballait et partait en vrille.
Et ils ont mis super longtemps à mettre une petite case à cocher qui est cette limitation de dire si le fichier a été créé par une lambda qui a été déclenchée par un trigger, ne continue pas s'il te plaît. Effectivement. Ouais, ta boucle infinie ou ta boucle récursive, ouais, t'as l'équivalent avec les agents, quoi. Sujet suivant et qui est assez important, c'est toute la notion finalement de contexte ou d'état suivant les frameworks. Ça va être finalement de créer une mémoire dans ce je vais dire workflow agentique, mais je ne vais pas mettre workflow dans ce processus agentique, puisque l'idée c'est de dire finalement chaque étape de l'agent peut enrichir le contexte global. Chaque agent va pouvoir piocher dans ce contexte global pour récupérer des informations et qui vont lui être utiles par la suite. Donc il y a aussi toute une notion de contexte et ou d'état qui permet du coup de faire du passe-plat entre les agents, le permettre d'enrichir les uns les autres et d'avoir finalement tout l'historique et d'avoir in fine est-ce que je dois reboucler encore une fois ou est-ce que j'en sais rien s'il y a des chaînes s'il y a des arbres de décision ou autre. Est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, tous ces éléments-là seront notamment pilotables par l'état, le contexte. Un petit exemple simple là-dessus, puisque je me suis posé la question récemment sur un chat. Alors là, j'étais sur un cas de chatbot basique, mais avec un prompt quand même assez évolué. Et donc, j'avais besoin d'expérimenter ce prompt, donc de générer, en tout cas de tester pendant un long moment des conversations, d'avoir un bel éventail de conversations pour voir si c'était robuste. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Soit on a un humain qui est d'accord pour rester discuter avec le chatbot, soit on essaye d'automatiser la chose. Donc, je me suis dit tout simplement, autant prendre un deuxième LLM et je le mets en face de mon chatbot et ils vont discuter tous les deux. Sur le papier, ça paraissait assez simple. Et puis, en fait, après, en mettant la chose en place, en fait, j'ai vu que finalement, j'avais une perte d'historique de conversation, alors qu'on a cette habitude, où on chatte sur ChatGPT. Ouais. Il se souvient quand même de la session de discussion. À minima, Ouais. parce que maintenant, ChatGPT se souvient même plus que de la session Ouais. d'ailleurs. Et ça, c'est hyper pratique. Et c'est ce qui a révolutionné quand même aussi l'expérience avec les chatbots. Mais là, quand même, si je le programme moi très, très basiquement, non, là, j'ai pas justement cet état de sauvegarde de l'antériorité de la discussion. Donc finalement, quelle est peut-être une bonne approche pour ça? C'est de basculer justement sur les agents. Parce qu'avec des frameworks dont on reparlera un petit peu après, mais là, en l'occurrence, LangGraph, on a la capacité à garder, parce que dans LangGraph, ça s'appelle le graph state, en fait, donc ça nous permet, en fait, de définir deux éléments, deux entités dans le graphe, une relation entre les deux, et c'est une relation de discussion, mais on a la mémoire qui se conserve, et ça résout la chose très simplement. Là où j'aurais dû aller, je sais pas, stocker dans une base ou faire un tampon, un buffer, avec la logique et les frameworks agentiques, c'est résolu directement. Et c'est ça qui est c'est le genre de petits trucs qui font basculer justement dans le domaine agentique. Ouais. C'est un vrai sujet, Paul, cette histoire de mémorisation. Moi, j'ai récemment travaillé avec un client sur des sujets super simples, d'utilisation, de construction de processus autour de chat, de choses comme ça. Et on a très rapidement vu une très grosse différence de performance entre une application qui faisait appel à une API pour monter un chat et ce que ChatGPT était capable de fournir à des utilisateurs qui l'utilisent depuis longtemps, du fait de la mémorisation long terme. Ce qu'on va qualifier maintenant de mémorisation long terme, qui n'est pas la mémorisation intrinsèque à la session. Mais on s'est rapidement rendu compte que les réponses fournies par ChatGPT étaient infiniment plus qualitatives que celles fournies dans le cadre du chat éphémère monté dans la session qui utilisait elle aussi l'API ChatGPT. C'était c'était le même moteur, le même modèle derrière. Mais cette capacité de mémorisation et d'avoir un contexte profond est un vrai sujet, quoi. Et ça, c'est évident. La différence, c'est juste que c'est juste que ce n'est pas raccroché à l'utilisateur. Il y en a un qui est dédié à l'utilisateur et l'autre qui est neutre Voilà. et qui. Voilà. C'est un nouvel utilisateur à chaque session, dans l'autre cas de figure. Ouais. Et t'as beau faire tout ce que tu veux. Alors moi, je serais curieux de voir côté ChatGPT comment ils le font. Redisgression à nouveau. Putain, on est incorrigibles, les mecs. C'est terrible. Et redisgression. Je serais curieux un jour de savoir comment ChatGPT fait pour avoir ce contexte profond
et pas se cogner la limitation du nombre de tokens qu'il y a dans le contexte d'une conversation qu'il est capable d'injecter. Ça, je voudrais savoir comment ils font, hein, foncièrement là-dessus. Voilà. On l'avait On fera. expérimenté, ouais, bon, je rentre pas. Voilà, Manuellement, on l'avait on un fera un petit épisode peu. là-dessus si tu veux. Voilà. Allez, vas-y, allez, Mais bon, Allez. allez, Alors, en fait, il s'est synthétisé des conversations, il sait les stocker, il sait refaire de la recherche sémantique rapidement Ouais. dans des synthèses. Donc, manuellement, c'est comme ça que nous on l'avait expérimenté au démarrage des LLM. Mais il y a sûrement des choses aujourd'hui beaucoup plus Ouais, il fait son rack dans performantes. son coin. En fait, il a un Peut-être. rack dans son coin qui lui permet de réinjecter les éléments pertinents dans la conversation. Ouais. t'es vectorisé en tant qu'utilisateur. Yes. Reprenons. Alors, sans transition, bonjour. Donc, on va revenir rapidement sur les outils, puisqu'on en a déjà parlé. Donc, finalement, la notion d'outil, donc c'est ce qui est très important, finalement, c'est toute la partie métadonnées, donc le nom de la fonction, toute la docstring et toute la partie typing qui va permettre d'informer le LLM finalement de qu'est-ce qu'il va manipuler. Donc déjà, que fait la fonction, quelle est sa description, quels sont ses arguments en entrée et en sortie. Donc tout ce contexte-là va déjà permettre de faire une sorte de discovery finalement des outils par le LLM. Alors ça pareil, certains frameworks, il faut les déclarer, dans d'autres c'est un peu de la discovery automatique, enfin, on retrouve un peu de tout, mais en tout cas, dans tous les cas, les outils sont parsés et permettent d'informer le LLM de ce qu'il peut manipuler. Donc, ouais. Toute ressemblance avec entre le LLM et un développeur à qui on fournirait un bout de code mal documenté. C'est ça, si ta fonction c'est A et qui prend deux paramètres B et C, ça peut ne pas bien se passer, quoi. Ouais, non, mais c'est là où tu vois qu'effectivement, ces histoires de LLM, on le disait sur plein d'autres sujets, ont permis de mettre en exergue que il faut documenter si on veut pouvoir avoir quelque chose qui marche bien, quoi. C'est clair. Ouais. Parce que j'avais dit effectivement une data scientist, elle me dit ouais, je vais prendre des LLM pour accélérer. Je fais écoute, déjà, assure-toi que ça soit bien clair dans ta tête et arrive à bien formaliser les choses et on en reparlera après, quoi. Et je pense que c'est bien, les LLM vont forcer cette partie-là, quoi. Bon, après, tu peux peut-être demander au LLM de faire ton truc, mais bon, il y a un moment donné, il faut quand même savoir ce qu'on veut, quoi. Et donc après, du coup, dans les outils, du coup, il y a toute une partie code, pareil, qui va être incluse. Sachant que dans la partie code, on va aussi inclure maintenant tout ce qui est MCP. Donc MCP en deux mots, finalement, donc c'est un standard qui a été lancé par Anthropic, qui vise finalement à faire la jonction entre DLLM et n'importe quoi. Alors c'est n'importe quoi, ça peut être une base Postgres, un service en ligne, vos mails sur Gmail et ainsi de suite. Et du coup, donc il y a une notion de client, il y a une notion de serveur, il y a tout ce qui est autorisation et ainsi de suite. Et donc au travers de ces MCP, en fait, vous pouvez exposer de la donnée. Et par exemple, vous allez dire, j'en sais rien, si j'ai une base, si j'ai un MCP pour Postgres, en fait, vous allez lui dire aussi quelles sont les données que vous mettez à disposition. Donc l'agent, en fait, quand l'agent va se connecter au MCP, en fait, le MCP va lui dire, écoute, moi, je sais te fournir ça. Alors, je n'ai pas encore creusé les MCP, mais je pense qu'il doit te dire comment, à peu près, quelle structure tu dois m'interroger, et en fournissant, après, bien sûr, une couche d'autorisation, et ainsi de suite. Je crois qu'il y a une phase de discovery dans laquelle le MCP envoie à son consommateur les différentes fonctions disponibles et ce que ça prend comme paramètres et ainsi de suite. Et derrière, le consommateur enregistre ses capacités, en fait. Finalement, c'est de la discovery de capacité un peu, je vais pas dire automatique, parce que c'est loin d'être automatique, puisqu'on doit encore donner. Je ne crois pas qu'il y ait corrigez-moi si je me trompe, qu'il y ait de brokers qu'on est capable d'interroger et de pouvoir fournir des références vers des MCP pour pouvoir faire qu'ils s'installent automatiquement. Je ne crois pas que ce soit déjà existant, mais ça existera sûrement un jour. Demain, peut-être. J'ai aucun doute là-dessus, peut-être avant même que cette conversation soit diffusée. Et après, et au-delà de MCP, il y a une deuxième initiative qui a été lancée par Google. Je crois que Microsoft l'a rejoint récemment. C'est le protocole Agent to Agent, donc A2A, qui vise justement MCP, c'était plutôt finalement pour un agent donné finalement d'accéder à des outils, alors que là on serait plutôt dans un modèle multi-agent, donc la coordination un peu globale de ce bazar-là, et puis là, pareil, la discovery et tous ces genres. Je ne vais pas trop creuser, mais en tout cas, il y a pas mal d'activités autour de ça. Ouais, le MCP est plutôt dédié à l'intégration
d'agent de tooling à un agent, quand le agent to agent, c'est plutôt de la discussion peer-to-peer entre des agents, quoi. C'est ça, C'est ce que j'en ai compris. pareil. Donc voilà. Et après, finalement, donc sur les frameworks, il y en a pas mal, aussi bien en open source qu'en propriétaire. On a Hugging Face qui a son propre petit framework Small Agent qui est sympathique, qui permet de faire pas mal de choses avec pas mal de petits outils déjà prêts à l'emploi. Donc c'est vrai que c'est pas mal pour découvrir. C'est vrai que j'ai eu l'opportunité j'ai suivi leur formation sur les agents. J'ai pas encore eu le temps de faire la version pratique, mais moins la partie théorique. C'était assez cool, c'était assez bien fait. Bon, ils mettent forcément plus en avant leur framework que les autres, mais ils font quand même un petit tour parce que chaque fois, en fait, pour chaque use case, ils présentent donc l'implémentation avec leur framework, mais aussi chaque fois avec le couple LangChain, LangGraph ou avec Llama Index. Donc ça permet finalement de voir déjà des implémentations différentes et puis des petites fonctionnalités ou des différences de philosophie sur chaque framework. Il y a des gens de chez PyIdentic aussi qui avaient lancé un PyIdentic AI qui... moi j'ai testé au début un peu en mode néophyte, ça a l'air très facile au début, puis en fait c'est là où on se rend compte que cet aspect nommage, déclaration, prompting, etc. Ouais. Et Nico, faut peut-être revenir sur ce qui est pas identique au départ. Et pourquoi Oui. est-ce qu'ils ont cette importance justement dans cette structuration de la conversation entre les différents composants? Ouais, alors pas identique, leur module de début, c'est donc pas identique, qui permet de faire de la modélisation, de la validation de classes ou d'objets en Python, et du coup de gérer pas mal de choses. C'est repris dans pas mal de frameworks. Fast API s'appuie énormément sur PyIdentic, et c'est vrai que c'est assez cool. Ça C'est typiquement si tu as une structure de données Python, ça t'automatise plein de choses pour la faire converser, la transformer en JSON, tout faire ce genre de choses-là, valider que la structure est valide. Et c'est quand même des pages et des pages de code de gagne de temps et de temps de gagner pour faire ce genre de choses-là en Python. Ouais, non, c'est vrai que c'est assez cool, puis ça permet de mettre pas mal de barrières, ou en tout cas de structurer ta démarche d'outils, donc d'objets, donc c'est vrai que c'est assez cool. Donc ils se sont lancés là-dedans, ça marche pas mal. Il y a Crew AI qui est aussi en open source, mais que j'ai pas eu le temps de tester. Il y a des choses chez Azure, je sais pas si tu as eu le temps de tester toi. Oui, chez Microsoft, là, alors Microsoft était parti en parallèle de Llama Index et de LangGraph sur un framework qui s'appelle Semantic Kernel et qui a l'avantage dans le monde Microsoft de bien marcher en .NET, alors que les autres sont quand même globalement plutôt orientés Python ou voire Java. Donc Semantic Kernel après avait aussi ce mécanisme d'agence et ça s'est renforcé et il y a une initiative à côté qui s'appelle AutoGen. AutoGen a une interface graphique, donc ça permet pour les gens qui veulent tester ça un peu en mode no code. Bon, c'est pas très évolué, mais ça permet de se donner une idée. Et après, côté Azure, dans ce qui s'appelle aujourd'hui Azure AI Foundry, on a des SDK et un SDK qui s'appelle Azure AI Agent Service. Pour donner un exemple simple de ce que ça permet de faire, on peut aller chercher des Azure Logic App, donc qui sont des automatisations de tâches. Et donc là, c'est le LLM qui va aller appeler le Logic App. Et ça peut être assez intéressant et assez simple finalement à mettre en place. Donc ça veut dire, attends, tu dis, c'est que ce truc-là, il sait déjà d'entrée de jeu, il sait déjà aller faire un inventaire des Logic Apps qui existent dans ton environnement et les utiliser, c'est ça? On va les déclarer, on va les déclarer lui quand même, indiquer ce à quoi il peut mais c'est accéder. pré-câblé, c'est pas mal, quoi. Donc tu Ouais, as quand même un petit peu de plomberie en moins à faire, quoi. Et pour revenir juste sur PyIdentic AI, ils se sont fait forquer, si je ne me trompe pas, et ça c'est une info que je tiens de Pierre Bittner, là, qui traîne de temps en temps sur le Slack et qui a une excellente chaîne YouTube, allez-y, hein, c'est Applied AI sur l'Agentic, qui fait vraiment un gros boulot parce qu'on sent qu'il teste les choses à fond. Il vous fait des démos, il vous met du code à dispo, c'est royal. Et donc il avait remarqué que c'était que OpenAI, qui a aussi son propre framework d'agent, a forqué PyIdentic. Donc plutôt pour des scénarios effectivement où on simplifie un peu la chose, où on a des scénarios relativement simples. Et effectivement, peut-être que quand on poussera vraiment dans le dur, on rebasculera sur un LangGraph associé à LangChain. Sachant que après, donc dans les critères de choix, donc on va avoir, ça va être, est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut bénéficier par exemple de son fournisseur de LLM
Et dans ce cas-là, effectivement, on peut prendre par exemple le SDK de OpenAI versus est-ce qu'on veut être plutôt très libre. Donc là, effectivement, il y aura des barrières. Il y a des frameworks qui sont très flexibles, quand d'autres ont une structuration assez forte. Je crois que de mémoire, c'est LangChain et LangGraph a une notion très de workflow qui est assez Plutôt vraiment LangChain, est-ce que et des LangGraph est étapes, venu résoudre ainsi de effectivement suite, ouais. hmm. Ouais. Donc il y a des choses comme ça. Après, il y a peut-être je suppose en fonction du cas d'usage ou sinon la philosophie sous-jacente du framework. Je me rappelle de genre Lama Index, il y avait des notions d'utils et ainsi de suite. Donc ça va un peu ces approches de dire bah tiens, ça j'ai des tools qui sont de plus haut niveau, j'ai des tools qui sont plus des utilitaires qui sont de plus bas niveau, et donc on pouvait un peu cataloguer comme ça ces fonctions, ce qui peut des fois, plutôt que de mettre tous les tools au même niveau, ça peut être utile. Donc LangChain, effectivement, on a dit très structuré autour des workflows, et après, effectivement, il faut voir tout l'écosystème en fonction de ses contraintes à soi aussi. Est-ce qu'on est plutôt dans tel ou tel langage, sachant qu'il y a quand même beaucoup de choses en Python. Et puis, voilà. Puis sur les frameworks, en tout cas, c'est ce que j'ai retenu. Et sur un point un peu annexe, il y avait toute la notion d'observabilité, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a quand même un des sujets qui est donc à la fois le debug et le suivi d'exécution de ces agents. Donc on a des choses comme des librairies comme Langfuse, comme le Logfire, pardon, qui est aussi par les gens de chez Pydantic, qui permettent finalement de suivre l'exécution et de retrouver un peu déjà quelle a été la demande, comment l'agent s'est comporté et ainsi de suite. Et donc je pense de pouvoir suivre déjà les bons cas d'exécution, les mauvais, et puis peut-être la stabilité dans le temps, finalement, et puis où est-ce que ça hallucine. Donc tous ces éléments-là sont analysés. Parce que j'ai l'impression que ça fournit finalement les logs. Après, est-ce qu'on a vraiment des métriques de dire, tu vois, est-ce qu'on a un coef de dérivabilité du... C'est toujours le même truc, c'est-à-dire que là où auparavant on avait notre jeu de test pour pouvoir valider quel modèle de machine learning il n'était pas en train de partir complètement dans les choux dans ses prédictions et qu'il n'y avait pas un drift qui se faisait, ce truc-là, on a beaucoup plus de mal à le faire dans ce monde des LLM d'une manière générale, avant même de parler d'agents, hein. Je veux dire, moi ce que je vois bien, c'est que on met en prod un truc basé sur un LLM, tu n'es pas certain que 3 mois après, le truc continue à fonctionner aussi bien, quoi. Donc c'est un vrai, enfin là-dessus, c'est le truc sur lequel je trouve que l'état de l'art n'avance pas beaucoup, La pour être logique clair. probabiliste, effectivement, Mmh. un peu régressé quelque part par rapport à la logique déterministe qu'on était habitué à avoir, quoi. Alors, hop, et puis dernier grand bloc, il y a des petits points ouverts. Donc finalement la question c'est un peu toujours la même, hein. On s'était posé la question dans le moment du RAG, finalement c'est est-ce qu'on peut faire des agents, est-ce qu'il faut forcément des LLM puissants ou pas. Ça, finalement, c'est vrai que si on est sur du multi-agent, on va se dire qu'il va nous falloir un grand coordinateur, donc qui sera peut-être plutôt avec du raisonnement, quand d'autres agents plus bas niveau seront peut-être un peu plus simples. Ça fait un grand sujet. Et même, je trouve, même la structuration des fois d'un agent, la question de se dire, finalement, est-ce que c'est un outil ou est-ce que je bascule sur un mode multi-agent avec un orchestrateur? Des fois, la limite n'est pas forcément simple non plus. Ouais, ouais. Et c'est vrai que des fois, l'architecture d'un agent est loin d'être évidente, quoi. Et typiquement, moi, tu vois, je suis confronté à un cas de figure où la boîte fait des choses qui sont très textuelles, avec des dossiers qui sont obligés de monter, et ils ont en input pour monter ces dossiers besoin de décortiquer du chiffre. Typiquement des bilans, des choses comme ça. Ils se sont rendus compte que certains LLM performaient très bien sur certaines tâches, notamment des tâches très textuelles, très sémantiques. Les modèles de ChatGPT fonctionnent très très bien. Que sur les tâches liées à du chiffre et décortiquer du chiffre, Claude Sonnet marchait infiniment mieux. Et là, l'opportunité pour eux, c'est effectivement de se dire, bon allez, hop, on va faire un truc un peu agentique où on va être capable de disséquer le boulot et de faire que certaines tâches partent chez l'un, certaines tâches partent chez l'autre. Mais enfin, moi, je vois quand même que la tâche est quand même assez ardue, hein, là, on est quand même, on a l'impression, tu vois, en se parlant là, que le truc, il est, ouais, c'est simple. Enfin, moi, ce que je vois, c'est quand on rentre dans le concret, qu'on déplace le Hello World, ces trucs-là, ils sont loin d'être simples, quoi. Ouais, enfin, moi, pour être très clair, quoi.
Bah, je vois des gens qui revendiquent avoir déjà fait une cinquantaine d'agents au quotidien. Alors, je sais pas, soit ils ont une portée très simple qui est, j'en sais rien, détourne-moi une photo ou Ouais. des trucs de génération de contenu qui sont relativement simples. Je te donne un tableau d'entrée, puis tu me fais les 10 meilleures idées, tu me génères 3 images, tu me fais machin, tu me fais bidule, bon ok. Quand tu rentres typiquement dans des scénarios un peu plus ardus, c'est ça que moi je demandais typiquement au départ, je voulais faire, on avait l'idée de faire un assistant et de dire bah tiens donne-moi les flowbox qui ont, j'en sais rien, le plus de consommation ou le plus d'alerte et faire une sorte d'agent comme Mm. bah, les interrogations d'API, les machins, les bidules, les compréhensions, pas simple. Puis quand tu rajoutes de l'authentification, des machins, des bidules, Ouais, faut faire gaffe, je pense, dans ce truc-là, à pas aller s'acheter des problèmes qu'on n'aurait pas eu sans s'intéresser sans c'est ça. vouloir aller faire le truc avec des agents, quoi. À un moment donné, enfin, c'est un vieux truc que je répète toujours à l'envi à tout le monde, moi. C'est essayez pas de résoudre un truc, enfin, d'effacer un problème et d'en créer 10 à la place, quoi, Oui, pour être clair. si une entreprise fait le point sur tous les workflows qu'elle peut automatiser, bah, il faut déjà qu'elle se dise, bah, est-ce que je suis passé par la case classique RPA Mm. avec des outils plus basiques et qui sont pas basés sur l'IA RPA, c'est générative. quoi pour. Robotic Process Automation, Ah oui. c'est en gros, on remplace le clic, on enregistre un clic bouton sur quelques écrans, par exemple. C'est un peu cette logique-là. Ou alors on a un fichier qui arrive et ça envoie un mail, enfin, où la pièce jointe s'enregistre automatiquement. Enfin, c'est des petites automatisations qu'on peut penser, mais Mm. qui couvrent déjà Bien sûr. énormément du quotidien d'une entreprise. Donc, est-ce que déjà on est passé par cette case-là? Est-ce qu'ensuite on a des processus de workflow plus complexes où forcément l'humain à un moment va intervenir et l'humain peut peut-être, en tout cas la décision qu'il va prendre peut peut-être être simulée par un agent, mais est-ce que la criticité de ces processus-là peut être acceptable pour une automatisation par des agents sur lesquels, on vient de le démontrer là pendant cet épisode, on n'a pas un contrôle aujourd'hui complètement satisfaisant. Et puis, Paul, ce qui va faire la nuance entre cette RPA dont tu parles juste à l'instant et le fait de travailler avec un agent, c'est aussi la variabilité de tes processus. C'est-à-dire que si tu as un truc hyper répétitif, hyper balisé, ou entre guillemets, t'es pas loin d'un truc pour les plus vieux d'entre nous qui ont connu à une UI façon écran vert où il y a 3 choix à chaque écran et puis fin de l'histoire. Bon, là, un RPA, il va faire le truc sûrement infiniment mieux qu'un agent à qui on demande de réfléchir à chaque réponse qu'il reçoit du précédent écran et à agir et à repartir dans une boucle de raisonnement, ainsi de suite. Si tu as un truc, par contre, où tu sais pas vraiment la question qui va être posée et sur laquelle il va falloir construire un plan et composer avec toute une série d'outils, ben là, oui, effectivement, ça fait du sens de se donner la peine d'aller là-dedans, quoi. Mm. Et puis on échappera jamais, pardon, on échappera jamais au fait que l'un est hype, l'autre l'est beaucoup moins, hein. C'est plus stylé, comme ils disent. Bah, t'as eu le cas, là, t'as eu une compagnie aérienne qui s'est fait. Où l'agent a remboursé. L'agent a remboursé un client de son. Alors, je sais plus si c'est totalité ou partialité de son vol. Et alors qu'au final, a priori, les conditions le prévoyaient pas. Alors, est-ce que ça allait en justice? Je sais pas. Enfin, j'ai vu passer l'article et donc au final, en tout cas, le remboursement était validé puisque, bah, après tout, l'agent l'a fait et c'était de la responsabilité de l'entreprise de maîtriser le comportement de ses agents. Donc, il y a quand même aussi tout ce sujet-là à appréhender. On disait tout à l'heure, on a légèrement parlé un petit peu des hallucinations. Euh, euh, Est-ce que l'un des cas d'usage d'agent serait pas de mettre dans la boucle un agent vérificateur aussi? Mais qui surveille l'agent, qui surveille l'agent, qui surveille l'agent, qui Non surveille. mais bon, je l'attendais celle-là, mais évidemment. C'est comme le monitoring, qui surveille le monitoring, qui surveille Si on a déjà un premier level de validation, peut-être d'extraction de métriques sur le résultat produit avant de l'envoyer à l'utilisateur par un élément third party dans la boucle, ça peut déjà faire un truc qui à mon avis, sur ces histoires d'hallucination, ça peut être. Moi, typiquement, il m'arrive parfois de travailler avec ChatGPT, lui demander de me produire un truc et d'aller après dans Claude, mettre le truc, dire est-ce que ça te semble être cohérent ce truc-là ou pas, quoi. Ça m'arrive de le faire. Ouais, j'ai vu des gens qui faisaient ça. À la fin, je me dis, en fait, les grands gagnants, c'est comme les vendeurs de modèles, puisqu'à la fin, tu prends un abonnement partout. Ah, bah ça, c'est sûr que. Et, enfin, qui est le vendeur de pelles dans l'histoire, quand même?
Ah ben on est dans le même truc, pas loin de la haute disponibilité d'avoir 2 cloud providers pour être certain que les 2 se cassent pas la gueule en même temps. Après, il y avait d'autres sujets qui étaient un peu plus sur la maturité finalement de tous ces MCP. Alors à 2A, j'ai pas regardé, mais je pense que ça va être un peu le même sujet. C'est finalement j'ai tombé sur un article qui critiquait un peu cette approche de MCP pour l'instant. Alors au-delà des est-ce qu'on est d'accord ou pas, mais c'est vrai qu'on a l'impression quand même qu'il y a un peu une sorte de cavalerie sur ce sujet-là. On essaie d'avancer le plus vite possible, histoire de profiter de la hype et compagnie. C'est vrai que la côté software engineering, qualité, tout ça, il y a des choses quand même qu'on a vues où les premiers MCP, il n'y avait pas d'authentification. Ouais. C'était un peu rock'n'roll, quoi. Ce sont des boîtes qui ont besoin de préempter des problématiques sur le marché. Donc, à un moment donné, vaut mieux sortir un truc pas folichon et se Parce que le terrain, positionner plutôt que de laisser les autres enterrer le truc. Et puis après, tu parlais à l'instant de la pérennité. Ouais, bah, effectivement, sera bien malin celui qui sera certain de faire à 100% le bon choix en termes de technologie, qui ne devra pas refaire un paquet de ces trucs qui sont basés sur un truc qui sera déjà mort dans 6 mois. Hein. Ça, enfin, on est tous face à ça. Hein. C'est clair que. ça, ou l'augmentation des coûts potentiellement par Mm. les fournisseurs de modèles, quoi. Ouais, tout à fait. Je crois qu'on a à peu près tout couvert, si je me trompe pas. Ouais. Oui, des choses à rajouter. Non, on a parlé très rapidement, et on mettra dans les show notes, effectivement, la chaîne YouTube de Pierre Bittner qui récemment a fait plein de choses assez marrantes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est super instructif à chaque fois que je regarde un de ces épisodes. Et donc, Pierre, bravo. Il y a des choses à regarder que je n'ai pas encore pris le temps de regarder. Toutes les vidéos d'Evox, dont ton talk qui viennent de sortir en plus. Ouais, c'était super. Ah, qu'est-ce que je me suis marré sur ce coup-là, c'était excellent. C'était excellent, puisque c'est effectivement le premier épisode qu'on enregistre depuis Devox. Et entre-temps, mon talk sur DuckDB est sorti. Et ça, c'était un super moment. Je me suis vraiment fait plaisir. Déjà, c'est assez impressionnant d'avoir une salle comble devant soi, quoi. J'étais, quand je suis rentré dans la salle par le fond, j'ai vu tout le monde, j'ai fait, oh là, Je me suis trompé de salle. ça va pas être facile cette affaire. Et puis non, ça s'est super bien passé. J'ai fait des démos, les gens ont a priori adoré, j'ai eu des super retours. Ouais, je sais pas, Et des top notes. ouais, j'étais dans les 10 talks les mieux notés. J'étais impressionné. Mais écoute, c'est super Bien. encourageant, ça fait plaisir, quoi. Et donc je réitère la chose, non pas pour parler de DuckDB, mais je vais parler de comment mettre les LLM sur mon poste de travail. Je vais parler de ça lors des Vox Days Luxembourg fin juin. Et J'ai bien habitué. ouais, bah, j'y vais chaque année. C'est super sympa comme conf. Donc je me prends 2 jours et j'y vais. À chaque fois, c'est super sympa. Et ouais, je vais aller faire ça parce que finalement, ça permet de bien travailler un sujet. Je toujours trouvé que ça, les confs et les formations étaient l'opportunité. Et le podcast, ce qu'on vient de faire là, des dossiers comme ça, bah voilà, C'est clair. c'est clair que ça permet de bien creuser le sujet, de bien se rentrer dedans, de pas être superficiel. Et ça, c'est quand même c'est un vrai sujet. Bon, moi, je progresse quand je fais ce genre d'exercice, quoi. Eh ben, chers auditeurs, chères auditrices, on espère que vous avez passé un bon moment à écouter ce podcast, au moins un aussi bon moment que nous avons eu, nous, à l'enregistrer. Et puis, on vous retrouve très bientôt. À bientôt. Salut. À bientôt.